Bonjour Frédéric. Bonjour Ariane. Merci beaucoup d'être avec nous. Frédéric David, directeur général opinion de l'IFOP. Et Émilie Zapalski est de nouveau avec nous. Bonjour Émilie, merci d'être là, communicante, fondatrice de l'agence Émilie Conseil. On va parler avec vous de l'Allemagne. Élection très compliquée pour le nouveau chancelier Friedrich Merz. Reçu aujourd'hui à l'Elysée, est-il affaibli? Est-ce une mauvaise nouvelle pour le couple franco-allemand? Vous nous direz ce que vous en pensez. Puis c'est le jour J pour le conclave. Et vous le voyez, ça fait la une de plusieurs de nos quotidiens régionaux ce matin. Steve, on voit ça avec vous dans la revue de presse. D'ici une demi-heure, les cardinaux qui s'enferment à partir de cet après-midi dans la chapelle Sixtine. Le monde entier guettera la fameuse fumée blanche, signe d'élection du successeur du pape François. Steve, le pape a un rôle politique? Je remarque que vous êtes habillé en cardinal d'ailleurs. Vous avez vu? Le pape a un rôle cardinal en matière de diplomatie, on en parle dans quelques instants. Je vote pas, je vous rassure. On en parle dans quelques instants. On regarde tout de suite l'actualité dans nos régions. Et c'est l'heure de notre reportage dans nos régions. Hier se tenait la conférence financière des territoires autour de François Bayrou, l'occasion de faire le point sur les difficultés financières des collectivités parmi les sujets auxquels sont confrontés les maires, difficultés croissantes des communes pour s'assurer, notamment en raison de la hausse des tarifs d'assurance. On regarde ce reportage de Fabien Ricard et Clément Guillonneau. Nous allons rentrer dans la mairie. Vous pouvez m'accompagner. Ça sent le brûlé. Et donc, l'escalier qui était en bois, tout ça a brûlé. Vous êtes dans un bâtiment qui a subi les attaques au moment des émeutes. Et du coup, il a été vandalisé, puis incendié. Pour le maire de Villeneuve-le-Roi, dans le Val-de-Marne, le bilan des émeutes de 2023 est lourd. 5 millions d'euros de travaux pour remettre en état ce bâtiment classé, mais aussi une mauvaise surprise au moment de renouveler son contrat d'assurance. C'est la cotisation qui a plus que doublé, passant de 30 000 euros à 66 000 euros. Une charge supplémentaire pour les finances communales, et ce n'est pas tout. La compagnie d'assurance lui impose une franchise de 2 millions d'euros en cas de nouvelle dégradation. Autrement dit, en dessous de 2 millions d'euros, eh bien, c'est la ville qui doit payer. Et donc, nous nous sommes posé la question de savoir, en définitive, si il convenait que nous soyons notre propre assureur. On n'a pas fait ce choix dans l'immédiat, mais en tous les cas, à terme, ça va poser la question. Se passer complètement d'assurance, une décision radicale à laquelle a été poussé le maire de Palaiseau dans l'Essonne. Au lendemain des émeutes, qui ont pourtant épargné sa ville, son assureur résilie le contrat. Quand il se tourne vers un autre prestataire, monsieur le maire tombe de haut. Là, on nous propose des franchises qui sont à 500 000, 1 million. 1,5 million d'euros par sinistre. Autant vous dire que quand on a un sinistre dans la commune, c'est quelques milliers, quelques dizaines de milliers d'euros, jamais plus. Donc avec de telles franchises, en fait, c'est totalement rédhibitoire. Et donc on a refusé de signer ces nouveaux contrats d'assurance. Depuis plus d'un an, Palaiseau couvre donc elle-même ses risques. Une situation qui n'est pas souhaitable à long terme et pas soutenable pour toutes les collectivités. Moi, je pense surtout à des communes de taille beaucoup plus modeste, qui n'ont pas forcément cette assise financière que la commune a, et pour qui ne pas avoir d'assurance, c'est être tout de suite dans une très grande difficulté. Et donc cette situation-là, en fait, elle pose problème. Selon l'Association des maires de France, 1500 communes seraient aujourd'hui privées d'assurance. La Fédération française de l'assurance ne veut pas confirmer ce chiffre et avance que les tarifs payés jusqu'à présent par les communes ne reflétaient pas la réalité des risques auxquels elles étaient exposées. Émilie, on le voit avec l'exemple de certains maires, et notamment le maire de Palaiseau, les difficultés des communes à s'assurer, et ce maire qui se retrouve obligé de s'assurer lui-même parce que les franchises sont trop élevées. Ben oui, on voit des situations, en fait, ce qui est compliqué avec les collectivités, c'est qu'il y a des situations différentes en fonction des tailles, des états financiers, des projets qu'elles doivent développer, des difficultés, et on voit qu'il va falloir traiter peut-être différemment. On a du mal à faire ça, on a du mal à voir toute cette diversité qu'il y a, parce que même si on parle
communes rurales, il y a des problématiques qui sont complètement différentes. Il peut y avoir la montagne. C'est pas du tout les mêmes choses. Et je pense que c'est la difficulté. On a vu hier la conférence des financeurs sur des territoires. Et on voit que pour l'instant, il n'y a pas tellement de concret sur quel effort on va leur demander pour participer à la réduction des déficits. Ils ont fixé, en gros, Bayrou fixe un peu des délais pour aller jusqu'en juillet, il me semble, comme des groupes thématiques pour travailler un petit peu là-dessus. Mais on voit la difficulté de faire des coupes un peu générales. Il faudrait traiter quasiment les différents types de communes en fonction de leurs problèmes. Je pense que celles qui passent toujours à travers les mailles du filet, c'est les plus petites, c'est celles qui se débrouillent avec des bouts de chandelle comme ce maire qui est obligé de s'assurer. Et ça, c'est très problématique parce qu'évidemment, il y a des habitants, il y a des habitantes, il y a des besoins, il y a des familles qui s'installent, il y a des besoins en école, en infrastructure. Et tout ça, c'est compliqué pour eux à financer. Oui, c'est une contrainte de plus pour les maires et on voit leurs difficultés quand ils s'expriment. On avait parlé ici récemment avec Marcel Foucault de son enquête sur une sorte de mal-être. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une prise de conscience très forte des Français sur la difficulté à boucler un budget, à faire face à des dettes, à des contraintes et des dépenses imprévues. Dans l'enquête IFOP pour l'inspiration politique qui a été restituée au Sénat au début du mois d'avril, on voyait dans les déterminants du vote, dans les sujets de préoccupation des Français vis-à-vis de leur ville, bien sûr la sécurité qui arrivait en tête, mais également juste après la gestion des finances de la ville, la dette de la ville. Et ce qui était très intéressant, c'est qu'il n'y avait pas de différence selon la taille de la commune. C'est vraiment une préoccupation partagée par tous parce que voilà, on voit très bien que les maires doivent parfois faire de manière très très empirique avec des bouts de chandelle ou des bouts de ficelle. Et effectivement, l'époque des maires fraîchistes, du nom de Georges Frêche, qui avaient des moyens énormes, qui transformaient leur ville, qui avaient une aire de jeu, si je puis dire, financière très forte et solide, est complètement révolue dans les grandes villes, dans les moyennes et a priori dans ces 24% de communes où vivent des Français en zone rurale. Et vous le rappeliez, Émilie, il y avait hier la conférence financière des territoires avec les élus locaux réunis autour de François Bayrou et l'AMF assez critique sur ce qu'il est sorti de cette conférence des territoires. C'est toujours compliqué entre le gouvernement et les élus locaux ? Oui, c'est toujours difficile. C'est pas la première fois. Depuis le début, en fait, des mandats d'Emmanuel Macron, les élus se sentent un petit peu maltraités, souvent contournés, souvent pas pris en compte, et ils veulent avoir leur part. Ils ont peur aussi de devoir participer encore davantage qu'en 2025 à la réduction des déficits. C'était autour de 2 milliards d'euros, même plus si on compte encore d'autres choses. On entendait parler de x2, x3, même x4 comme effort. Ça serait très compliqué pour certaines communes. Donc il y a cette idée de commencer à essayer de négocier. En fait, ce que proposent les collectivités et les associations de collectivités, c'est d'avoir une espèce de contrat pour avoir de la visibilité sur plusieurs années. Pourquoi pas participer à cet effort, parce qu'on voit bien qu'on ne s'en sort pas au niveau français, mais de pouvoir se dire comment je vais envisager les choses sur plusieurs années pour pas tout d'un coup avoir la sentence 8 milliards d'euros, par exemple, de réduction de déficit. Je trouve que c'est pas complètement idiot. Ils sont très responsables. Les collectivités, elles savent très bien ce qu'il en est. Elles peuvent contractualiser avec l'État. Elles le font pour plein d'autres sujets. Et donc, ça serait pas inintéressant. Mais on a l'impression que l'État est pas encore à ce niveau-là d'avoir envie de faire un contrat sur ces aspects-là. Et j'ai envie de dire, les Français ne s'y trompent pas non plus quand on leur parle de la dette, de la question des déficits. Alors c'est vraiment maintenant un enjeu qui est entré, qui revient dans la hiérarchie des préoccupations principales. Dans l'enquête IFOP Hexagone qui a été restituée lundi, il y a des questions sur les enjeux prioritaires et entre ce qu'on avait mesuré avec TF1 le 10 avril 2022, premier tour, et là, la question de la dette, c'est 20 points de plus par rapport à 2022. On est rentré là-dedans, mais de ce point de vue-là, les Français ne s'y trompent pas. Les responsables, c'est l'État national, c'est les responsables politiques nationaux, et ceux qui gèrent bien, ceux qui font ce qu'ils peuvent, qui n'ont pas le droit, je vous le rappelez, vous le savez tous, de présenter un budget en déséquilibre ou mal ficelé, ce sont ces élus locaux. Mais la contrepartie, c'est que le niveau d'exigence des Français n'a jamais été aussi fort, avec cette hiérarchie très forte sur, comme je le disais, la question des finances. Les maires vont devoir, en mars 2026, et là on est loin du long terme dont vous parlez, Émilie, qui est très intéressant, mais ils sont sur le court terme et ils vont devoir apparaître comme des maires experts, sachant gérer dans un contexte extrêmement contraint.
L'autre actualité de ce jour, c'est le début du conclave. Ce sera cet après-midi à 16h30. Steve, les cardinaux, ils vont élire un nouveau pape. C'est un choix qui dépasse largement la dimension strictement religieuse. Oui, très simplement car le pape est à la tête d'un État. Le Vatican, il peut à ce titre jouer un rôle d'influence dans les affaires du monde. Alors oui, le Vatican ne dispose pas de chars d'assaut. Le pape ne peut compter que sur une centaine de gardes suisses à béret alpin, qu'on voit peut-être sur ces images. Mais il a un poids moral très fort, le pape. Plus d'1 milliard de catholiques dans le monde, on le rappelle. Certaines des déclarations du souverain pontife peuvent avoir des conséquences très concrètes sur les politiques des pays. L'exemple, c'est Jean-Paul II, élu pape en 1978. Il avait soutenu la société civile et notamment le mouvement syndical Solidarnosc face au régime communiste. Cela avait contribué à attirer l'attention du monde entier sur la situation polonaise et à isoler le régime. Parmi les papabili, quelles sont les grandes lignes en matière de relations internationales? Alors, une quinzaine de cardinaux sont pressentis pour devenir pape. L'un des favoris, c'est l'actuel numéro 2 du Vatican, le cardinal italien Pietro Parolin, bras droit du pape. C'est un diplomate chevronné. Il a beaucoup voyagé, Oriane. Il a rencontré énormément de dirigeants politiques. En 2018, il a par exemple joué un rôle important dans la signature d'un accord entre le Saint-Siège et la Chine sur les nominations d'évêques. Autre pape potentiel, Pier Battista Pizzaballa. Mon italien est un peu difficile ce matin. Le premier, c'était bien. Le premier était bien. Pizzaballa, il est italien, il parle l'anglais, il parle l'hébreu, il est patriarche de Jérusalem, c'est la plus haute autorité catholique d'Orient. Il est très actif diplomatiquement sur le front de la guerre entre le Hamas et Israël. Il demande inlassablement la fin des combats depuis octobre 2023, sans grand succès pour le moment. Autre nom italien, Matteo Zuppi, c'est un diplomate expérimenté lui aussi. Il a par le passé été médiateur au Mozambique et œuvre depuis de longues années dans la machine diplomatique du Saint-Siège. Pas de grande rupture à attendre par rapport à François, il était son émissaire en Ukraine. Un dernier, ça c'est un nom plus facile à prononcer. Le nom de Jean-Marc Aveline, archevêque de Marseille, est aussi évoqué. Il est né en Algérie, c'est un défenseur du dialogue interculturel et interreligieux. En termes de vision, il est très proche du pape François. Ce qu'on peut dire, Oriane, c'est que peu importe le pape qui sortira du conclave, il ne faut pas s'attendre à de grandes ruptures en matière de relations internationales. Le Saint-Siège, c'est une énorme machine diplomatique. Il entretient des relations officielles avec plus de 180 États. Il a par exemple aidé au rapprochement entre Cuba et les États-Unis sous Barack Obama, qu'on va écouter, qu'on va entendre tout de suite. Saint-Père, je veux vous remercier pour votre soutien précieux dans notre rapprochement avec le peuple cubain. Un rapprochement qui promet de meilleures relations entre nos deux pays. Il n'y aura pas un avant et un après conclave en matière de diplomatie. Le maître mot, Oriane, c'est plutôt la continuité. Merci beaucoup, Steve. Émilie, c'est effectivement, Steve le disait, c'est pas uniquement l'élection d'un religieux, c'est l'élection d'un chef d'État avec un rôle très politique. Oui, puis on l'a vu avec François, qui avait des prises de position, notamment sur les migrants. Alors, c'était étonnant parce que ce pape était à la fois très progressiste sur certains sujets, vis-à-vis des plus démunis, des plus fragiles, et puis avec ses origines, et puis vis-à-vis donc des migrants. Et de l'autre côté, il était quand même assez conservateur sur l'homosexualité, l'avortement. Donc il y a ces aspects-là, il y a cette espèce de parole qui est diffusée dans la société et qui peut en effet faire évoluer certaines choses, ou en tout cas avoir des prises de position assez fermes, qui ont embêté même jusqu'à la France, Emmanuel Macron, sur par exemple le projet de loi qui est en cours d'examen, qui est sur la fin de vie. On a senti qu'il y avait véritablement un changement d'Emmanuel Macron au moment où il avait rencontré le pape, parce qu'il était plutôt pour y aller, et puis tout d'un coup le pape lui parlait à l'oreille et lui disait d'autres choses. Bon, finalement ça a pris du temps et finalement le projet de loi est en discussion, mais voilà, ça peut véritablement faire changer les choses, et on va voir quel pape sera décidé, sera choisi, et quelle orientation il aura justement de ce côté-là politique. Alors c'est très intéressant parce que en vous écoutant, on voit que le pape, pour reprendre Kantorowicz, c'est les deux corps du roi, le spirituel, le temporel, où c'est un vrai chef d'État. On a interrogé les Français quelques jours après la mort du pape François sur qu'est-ce qu'on retirait de son pontificat, une enquête officielle pour Sud Radio, et clairement, les Français ont plutôt été marqués par
le savoir-être, la personnalité du pape François. Ce qui a le plus marqué, c'est à 38%, c'est son attention portée aux plus démunis et aux plus faibles, la simplicité, l'absence de face dans la vie quotidienne, et après, effectivement, son action pour la paix et en faveur des réfugiés. Les enjeux concrets d'un chef d'État international, l'Ukraine, la cause palestinienne, arrivaient plutôt en bas de tableau, et puis... j'ai envie de dire les exercices imposés d'un pape défavorable à l'avortement, plutôt méfiant vis-à-vis de l'homosexualité, même s'il avait eu des paroles très fortes, hein, qui suis-je pour juger, arrivé en milieu de tableau. Donc les Français, voilà, est-ce qu'ils perçoivent un chef d'État ? Est-ce qu'ils perçoivent le caractère religieux? Mais il y a aussi, et on voit sur les 2 premiers items, c'est-à-dire ce qu'il était, son attention vis-à-vis des autres, sa simplicité ou l'incarnation, d'où le choix très important, et je précise qu'il n'y aura pas de sondage puisque le corps électoral des 133 cardinaux est trop restreint. Il n'y a même plus de téléphone maintenant. Oui, exactement. Moi, si j'avais un vœu, c'est l'évolution de l'Église, parce que c'est vrai qu'on sent qu'il y a... Je crois qu'il y a de plus en plus de baptêmes en France, notamment. Il y a un retour un petit peu des baptêmes. Donc, il y a probablement un retour d'une envie de spiritualité et pas que laïque. Donc, et on a l'impression que l'Église a du mal à répondre à ça. Il n'y a pas de prêtre femme, hein, et j'ai l'impression qu'il n'y en aura pas avant multiples papes devant nous. Mais voilà, il y a l'Église en elle-même, avec ses rites et ce qu'elle propose, qui est un peu en recul. Et voilà, le seul souhait que moi j'aurais, c'est un peu d'évoluer aussi là-dessus, parce que je pense qu'il y a de l'appétence pour ça, et c'est dommage que l'Église ne puisse pas y répondre. On va attendre la fumée blanche, évidemment, ces prochaines heures. L'autre actualité, c'est Friedrich Merz qui se rend aujourd'hui à Paris. Sa première visite en tant que nouveau chancelier allemand au lendemain d'une élection qui s'est avérée beaucoup plus compliquée que prévu. Cécile Sixou. Le député Friedrich Merz a obtenu la majorité requise d'au moins 316 voix. Ce devait être une pure formalité, mais l'élection de Friedrich Merz a failli tourner au cauchemar. Hier, au terme du premier tour, la présidente du Bundestag annonce le résultat. 310 voix pour le candidat, insuffisant pour être élu. Cela signifie que je suspends maintenant la session. Les groupes parlementaires souhaitent se concerter et nous annoncerons la date de reprise de la session et fournirons des informations complémentaires sur les autres tours de scrutin. La session est à présent suspendue. C'est inédit, jamais un chancelier n'a échoué à obtenir la majorité. Les mines sont défaites, les partisans de Friedrich Merz sont sonnés. Finalement, un second tour est organisé au terme duquel il obtient cette fois la majorité. Il est investi dans la foulée. Tout d'abord, je tiens à remercier les électeurs pour leur soutien et les membres du Bundestag allemand pour la confiance qu'ils m'ont témoignée aujourd'hui lors du deuxième tour de scrutin. Je suis pleinement conscient de la responsabilité qu'il m'incombe. C'est avec humilité, mais aussi avec détermination et confiance que j'accepte cette responsabilité, mesdames et messieurs. Le nouveau chancelier allemand est attendu aujourd'hui à Paris pour rencontrer Emmanuel Macron. Important de cette rencontre, Frédéric, c'est relancer le couple franco-allemand. Oui, il faut le relancer parce que du côté des Français, je le dis de manière un peu brutale, ce couple s'est évaporé. Quand on travaillait en qualitatif il y a quelques années sur la question européenne, tout de suite les Français parlaient spontanément du couple franco-allemand, alors incarné très fort par Angela Merkel, qui a vu Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron se succéder rue du Faubourg Saint-Honoré, avec l'idée que ce couple était relativement déséquilibré et favorable à l'Allemagne. On n'en est même plus là. Il y a cette idée assez paradoxale. D'un côté, l'euroscepticisme a très fortement reculé. Les Français ont compris que malgré ses imperfections, l'Union européenne est le lieu, le territoire des solutions sur les grands sujets. La phrase de François Hollande, l'Europe n'est pas le problème, l'Europe est la solution, est partagée par tous. Et de l'autre, on voit moins la visibilité et la finalité du couple franco-allemand. C'est dire là, avec quelqu'un avec lequel Emmanuel Macron risque de bien s'entendre, des profils relativement proches, peut-être ça va être relancé, mais très clairement, l'impact, la finalité et l'intérêt de ce couple pour les Français, c'est assez étrange de le dire aujourd'hui, quand on se souvient de Gaulle Adenauer, de Giscard d'Estaing, Helmut Schmidt, ou de François Mitterrand, Helmut Kohl. La finalité et l'intérêt de ce couple n'apparaît plus évident pour une forte majorité de Français. Et avant de vous entendre, Émilie, on va écouter ce qu'en dit le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. Il était invité ce matin de TF1.
il y a une volonté des deux côtés de redémarrer le moteur franco-allemand au quart de tour et d'avancer très vite à un moment où l'Europe est à la croisée des chemins. Ça sera l'objet des discussions d'aujourd'hui. Mais des discussions ont déjà eu lieu ces derniers mois entre le président de la République et le chancelier allemand. Ça sera surtout l'occasion de montrer l'importance de ce couple ou de ce tandem franco-allemand, puisque le premier déplacement international, tout naturellement, du nouveau chancelier aura été consacré à la France et à Paris. Ce qui est plutôt de tradition, de la part du chancelier allemand de venir à Paris, c'est pas une nouveauté. Mais est-ce que Friedrich Merz, qui est peut-être plus proche des positions d'Emmanuel Macron que l'était Olaf Scholz, peut permettre de relancer ce couple et de peser face à Donald Trump? En tout cas, il y a des choses qui sont favorables pour cette lancée. Déjà, il y a un contexte, on l'a dit, une guerre en Ukraine et tout, la prise de conscience en fait de l'Europe sur sa défense et son autonomie stratégique. Il y en a un qui nous pousse quand même à se réorganiser, c'est Trump. Clairement, il nous fait nous remettre en question sur notre construction, notre poids économique, notre capacité à nous défendre à toutes les attaques qu'il fait en termes de droits de douane. Et puis, un peu, il aimerait bien que l'Europe soit complètement disloquée, globalement. Donc ça, c'est plutôt favorable. Et c'est vrai qu'on a l'impression que ces deux personnalités peuvent beaucoup plus s'entendre que les autres précédemment. Il faut aussi qu'Emmanuel Macron peut-être mette un peu d'eau dans son vin et se voit pas comme seul pionnier ou meneur de l'Europe, parce qu'il y a cette tentation de la part de notre président. Donc ça peut fonctionner. Mais seulement l'Europe, elle a changé aussi. Vous l'avez dit, donc il y a moins d'euroscepticisme, mais il y a plus d'extrême droite. Et puis il y a des personnalités qui émergent et qui, quelque part, commencent à peser. Moi, j'en prendrai une, c'est en Italie, c'est Giorgia Meloni, qui arrive à continuer à tisser ce lien avec les États-Unis d'une façon très particulière, la sienne, qui continue à porter une voix qui est plutôt intéressante, pas du tout proche des promesses qu'elle avait fait avant les élections, mais qui a redressé l'Italie. Enfin, c'est une voix qui commence à compter. On sait qu'il y a de plus en plus de partis d'extrême droite, et on le voit avec l'élection difficile justement du chancelier hier. Ça commence à peser en Europe. Il y a de plus en plus de monde qui commence à croire que c'est une solution. Donc je ne sais pas si ça va être, c'est pas trop favorable, mais peut-être qu'en réaction, ce couple franco-allemand peut peut-être proposer quelque chose de plus raisonnable, qui soit crédible, rationnel. On a entendu l'Élysée, alors moi, niveau communication, ça me fatigue un petit peu les mots de resynchroniser les relations franco-allemandes. C'est un petit peu la rhétorique qu'utilise l'Élysée, mais en tout cas, l'idée, c'est d'aller au-delà des différents types Mercosur ou des choses qui fâchent, et d'essayer de tracer des lignes communes et d'embarquer l'Europe là-dedans. Le projet, il est louable, il y a quelque chose d'un vent favorable, on va voir ce que ça va donner. On va parler des cérémonies du 8 mai, 80 ans après le 8 mai 1945, c'est l'actualité dans nos régions. Pour en parler, on va à Tours, on retrouve Valérie Pernette. Bonjour Valérie, merci beaucoup d'être avec nous, journaliste à la Nouvelle République en Indre-et-Loire et partout en France. Valérie, on s'apprête à commémorer demain l'armistice du 8 mai 45 et c'est bien sûr le cas chez vous. Oui, bien sûr, on va parler du 8 mai dans nos colonnes et on en parle bien sûr dans l'édition d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de cérémonies qui sont organisées demain. À Cormery, par exemple, on en profite pour inaugurer une place des Justes pour rendre hommage à ces personnes qui ont aidé les personnes sous l'occupation. Et ça me tenait particulièrement à cœur de vous parler de ces événements des 7 et 8 mai 1945, pour tout vous dire, car l'histoire de notre journal est elle-même très liée à la Seconde Guerre mondiale. Le premier numéro de la Nouvelle République a été imprimé le 2 septembre 1944, au moment de la libération de Tours. Et le 7 mai 1945, la Nouvelle République titrait à la une « La cessation des hostilités sera annoncée aujourd'hui ou demain ». C'est vraiment une nouvelle qui se répand progressivement dans la ville et les Tourangeaux sont nombreux à se déplacer et à venir même dans les locaux de la Nouvelle République où la dépêche est affichée, rue de la Préfecture alors. Et ils sont nombreux ensuite à se rassembler place Jean Jaurès, la place de l'Hôtel de Ville. Et comme nous le rappelle dans notre édition du jour notre journaliste Pascal Landré, quelques 30 000 personnes se rassemblent à l'époque et le maire, Jean Meunier, se présente au balcon de l'Hôtel de Ville. Le maire Jean Meunier, qui est aussi le fondateur de la Nouvelle République, il se présente au balcon de l'Hôtel de Ville et le 7 mai, il a un message quand même de calme et de prudence et il invite quand même il rappelle que tous les combats n'ont pas forcément cessé et que le général de Gaulle s'adressera à tous pour proclamer la grande nouvelle quand ce sera temps. Et en fait, c'est le lendemain que ce sera le cas. Des haut-parleurs sont installés à l'Hôtel de Ville de Tours pour entendre
le discours du général. Mais la fête, elle commence un peu le 7 avec des concerts, des retraites au flambeau. Enfin voilà, c'est vraiment la liesse qui s'empare de la ville progressivement le 7 et le 8 mai. Mais tout ça ne doit pas faire oublier et n'a pas fait oublier évidemment toutes les victimes et les atrocités de la guerre et tous les prisonniers qui n'étaient pas encore rentrés. Et l'ANR commencera à publier la liste des personnes libérées dès l'édition du 9 mai. C'est le début d'une nouvelle page de l'histoire qui commençait à s'écrire. Merci beaucoup Valérie Pernette. Merci d'avoir été avec nous pour nous parler de ces commémorations. La une de la Nouvelle République, c'est du basket. Le club de Tours soupçonné de fraude. C'est à la une de votre journal. Merci beaucoup Valérie Pernette. Frédéric, vous avez interrogé les Français sur ces commémorations. Oui, pour l'Institut Napoléon et son think tank qui s'appelle Mémoire historique, on a travaillé sur les commémorations et clairement, il n'y a pas l'image de quelque chose qui est désuet, qu'il faut abandonner. 81% des Français considère qu'il est important de commémorer les grands événements et les héros du passé. Et quand on demande quels événements faut-il commémorer en priorité, sans surprise, les 2 guerres mondiales arrivent en première position et les Français rejettent un projet qui avait été pensé, initié par Nicolas Sarkozy, enfin, sous son quinquennat, de Memorial Day, de regrouper ensemble toutes les commémorations. Il y a un rejet total. On est sur cette importance de commémorer la Seconde Guerre mondiale. Et ce qui est très, très intéressant cette année, ça va sans doute le dire, c'est qu'il y a une commémoration concurrentielle. D'un côté, la mémoire du côté de l'Union soviétique, de l'ex-Union soviétique, de l'autre, des commémorations communes franco-anglo-américaines. Et c'est vrai que l'opinion a changé. Qu'en 1944, l'IFOP, qui rouvre après 4 ans de fermeture du fait de l'occupation allemande, interroge les Parisiens à peine libérés sur la nation qui va le plus contribuer à la défaite allemande. L'URSS arrive à un niveau écrasant. C'est le cas également dans les années 50, 60 et en 84 pour les 40 ans du débarquement. Un sondage IFOP pour le Figaro, USA Today et le Times, je crois, montre que pour la première fois, les Français considèrent que ce sont les Américains qui ont le plus contribué à la défaite allemande et ça ne se sera jamais démenti. On l'a encore refait en 2024. Émilie, avec des commémorations qui seront présidées par Emmanuel Macron. Ben oui, parce qu'il aime bien ça. Depuis le début de son mandat. Les présidents aiment ça. Je sais pas, moi et tous, mais ça. Particulièrement, moi je trouve qu'en 2017 déjà, et d'ailleurs il y avait une invention encore d'un mot, itinérance mémorielle, je ne sais pas si vous vous souvenez, ça ne durait pas un seul jour, le jour du 11 novembre. C'est en 2018, juste avant les Gilets jaunes. Oui, pardon. Pour les 80 et ça durait plusieurs jours avec tout un programme. Et c'est vrai qu'on a un président qui aime beaucoup, qui est commémoration mania quand même. Mais après, je pense que ça répond en effet à une demande. Et c'est pas complètement idiot. Alors aujourd'hui, ça lui permet de trouver sa place. Et on sait que c'est difficile en ce moment depuis la dissolution. Mais c'est aussi peut-être d'essayer de relire tous les événements qu'on a aujourd'hui, qui se passent aujourd'hui à la lumière du passé. Et ça, c'est vrai qu'Emmanuel Macron sait bien le mettre en scène, que c'est probablement le contexte géopolitique et tout ce qui se passe en ce moment entre la Russie et les États-Unis. C'est important peut-être de refaire cette itinérance-là mémorielle. Donc voilà, là Emmanuel Macron est bien à sa place et va bien en profiter. Moi j'ai vu l'Arc de Triomphe qui était déjà en train d'être préparé depuis plusieurs jours, donc je pense que ça va être assez énorme. Merci à tous les deux, vous restez avec nous parce qu'on va regarder évidemment ce qu'il y a à la une de la presse régionale tout de suite avec Steve. Steve, à la une de la presse régionale aujourd'hui, l'élection du pape. Oui, on en parlait. 133 cardinaux se réunissent à partir d'aujourd'hui au Vatican pour élire le successeur de François. Qui sera le nouveau pape? C'est la question qui fait la une de plusieurs quotidiens ce matin. L'Alsace parle d'une élection entre tradition et mystère. Le Courrier de l'Ouest évoque cette attente qui débute aujourd'hui à partir de 16h30 et qui peut parfois être longue. Le Journal du Centre vous dévoile les secrets du conclave alors que Corse Matin, plus sobre, revient sur ces enjeux. Autre sujet, notre question, nos prisons sont pleines, trop pleines? Midi Libre revient sur la surpopulation carcérale avec plus de 5000 détenus pour 2500 places. Les centres pénitentiaires de la région Occitanie sont en train de craquer. La situation est même alarmante, écrit le journal. Témoignage choc à lire d'un prisonnier qui évoque la promiscuité et la violence subie à l'intérieur de son établissement. Un étrange casse a eu lieu, c'est dans le département du Cher. Braquage réalisé dans un magasin
magasin de jouets. Ce sont des Lego qui ont été volés. C'est à la une du Berry républicain. En une nuit, 15 000 € de Lego, 15 000 € tout de même, ont été dérobés dans un magasin Jouet Club situé près de Bourges. Une enquête a été ouverte par la police pour retrouver les voleurs. A priori, ma fille n'y est pour rien. Il y a beaucoup de Lego chez vous. Et son père 15 000 €. Et son père Je n'ai pas parlé. À Reims, on fête le 8 mai, le 7. Le 7, effectivement, le 80e anniversaire de la victoire sur l'Allemagne nazie sera célébré demain, 8 mai. On en parlait, mais regardez cette une de l'Union. Le journal revient sur la reddition allemande qui a été signée le 7 mai à Reims, reddition qui se fait sans le général de Gaulle. Le journal revient sur ce moment historique aujourd'hui, un peu tombé dans l'oubli. Allez, le supporter du PSG que vous êtes été obligé de terminer par ce sujet. Au moins, on sait ce que vous allez faire de votre soirée. Je ne serai pas là demain pour fêter la victoire. C'est dommage que vous ne pourrez pas m'aider du coup. Cette une du Parisien, c'est le grand jour. Effectivement, le PSG joue en demi-finale. Retour de Ligue des Champions. Emmenez-nous en finale, titre le quotidien, avec cette photo du coach Luis Enrique. En cas de qualif, ils affronteront à Munich l'Inter de Milan qui a terrassé hier Barcelone 4-3 en prolongation. C'était un super match, je ne sais pas si vous avez regardé. Mais pas tout. Je suis obligé de me coucher un peu avant les prolongations. Marseille. Ouais, sur la PlayStation, comme dirait... vous avez la ref. Comme dirait Jean-Michel Aulas. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Steve. Merci beaucoup, Émilie, d'avoir été avec nous. Merci, Frédéric. Vous avez regardé le match, vous ? Non, moi je suis team Saint-Etienne. Mais on n'a pas de voilà. Il faut inviter des footeurs dans le On va aller voir Conclave pour comprendre quelque chose. Il y a autre chose. Il y a autre chose. C'est pour ça. Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Merci à tous de nous avoir suivis. À 15h, vous avez rendez-vous avec la séance de questions d'actualité au gouvernement. Ce sera évidemment à suivre en direct et en intégralité sur notre antenne. Steve, le temps que vous remettiez de ce match, on va se retrouver uniquement lundi. Comme ça, vous aurez bien le temps de fêter. Je vous charrierai aussi lundi. D'accord, c'est super. Merci beaucoup. Attention, on vous retrouve lundi, évidemment, à 7h30 et à 12h30. Très bon week-end.